Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur du Paris Saint-Germain? Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des 5. On est très heureux d'être avec vous. C'est la première fois qu'on fait un genre de débrief de Ligue des Champions dans ce format-là. On n'est pas en direct, ça nous change, mais ça va être hyper intéressant à avoir cette conversation à la suite de ce match entre le PSG et la Real Sociedad qui s'est passé hier soir. Bon, il y a quelques heures pour nous, mais hier soir pour vous. On est très heureux d'être avec vous pour parler de ça. Et je suis avec deux acolytes. Alors déjà, Walid Cherchour, bonjour. Bonjour, bonsoir Romain, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous. On s'y perd un peu, hein, les bonjours, oui, bonsoir. De toute façon, maintenant on a perdu la notion du temps. Et on a avec nous un invité, rédacteur en chef du média Canal Supporter. Absolument. Jonathan Bensadoun. Salut Jonathan. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, bonjour, bonsoir, je sais pas non plus. On est très heureux de t'avoir avec nous. Bah, plaisir partagé, partagé. On avait déjà reçu Walid une fois. Exactement. Et avec Romain, on essaie désespérément de se caler une date, mais un jour tu viendras dans nos bureaux. Avec Jonathan, on se connaît depuis très longtemps. On était à la fac ensemble et tout. Enfin, je crois qu'il était à la même école que moi aussi, Jonathan. T'étais où? Sudec, non? Non. T'as pas fait? Non. Ah, je pensais. C'est des retrouvailles, on est hyper contents. C'est trop cool. Ouais. On va parler donc d'Ousmane Dembélé, certes, mais pas que. On va faire un mini débrief aussi de ce PSG Real Sociedad qui s'est terminé il y a peu. Pour nous, victoire du Paris Saint-Germain 2-0 au Parc des Princes. On a les statistiques de la rencontre. Walid, une rencontre un peu bizarre avec deux périodes pour le PSG. La première qui est ratée, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième qui était un peu mieux. Ouais, on va dire 50 minutes catastrophiques de la part du Paris Saint-Germain. La première mi-temps où clairement l'initiative du ballon, du pressing, des intentions étaient espagnoles. Où le PSG a eu énormément de mal à répondre à ce challenge de la Real Sociedad. Et il y a eu en deuxième mi-temps un ajustement qui pour moi a fait beaucoup de bien au PSG avec Vitinha qui est redescendu au poste de numéro 6 devant la défense et Fabien Ruiz qui a inversé avec lui. Un peu plus aussi d'engagement, de la qualité technique qui s'est améliorée parce que sur la première mi-temps on était sur un niveau technique qui était catastrophique. Et ce but, comme le dit souvent Elton, le but est le meilleur entraîneur du monde. On a vraiment senti qu'il y a eu un match avant le premier but et après le premier but où là, la Real Sociedad a commencé à se dire si on commence à donner des espaces à cette équipe-là, 1-2-0. C'est bien compliqué. 2-0, c'est plus la même chose qu'il y a 0-0 il y a 5 minutes où on était un peu plus dangereux que le PSG. En tout cas, on avait la possession du ballon. Donc, on est rentré un petit peu dans un rapport de force qui a totalement changé. Et puis, il y a eu ce deuxième but de Barcola après le premier de Mbappé. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça peut faire même 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Finalement, ils n'ont pas assez appuyé pour le gagner de cette manière. Mais ça donne quand même une avance plutôt confortable pour le PSG avant le match retour. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est très très dur dans le contenu d'avoir une vraie analyse parce que... D'avoir une analyse globale en tout cas, de parler d'un même mot de toute la prestation. Si on a un minimum d'exigence par rapport à ce qu'est la Real Sociedad et ce que doit être le Paris Saint-Germain, la première mi-temps m'a beaucoup dérangé. Mais au final, on va dire que le Paris Saint-Germain s'en sort plutôt bien et a bien réagi pour aller chercher un résultat qui reste, je pense, très intéressant. Si avant la rencontre on avait dit PSG 2-0, beaucoup auraient signé. Alors, avance confortable, attention. Oui. Attention, c'est Paris Saint-Germain avec un match retour à l'extérieur, donc on va faire attention à tout ça. Non, il faut faire attention, mais la réalité c'est que tu préfères être à 2-0 plus qu'autre chose, donc c'est clair. Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre aussi? Est-ce que tu as... forcément, j'imagine que tu n'as pas forcément aimé la première période aussi. Non, j'ai des yeux, j'ai pu voir, et effectivement, les 58 premières minutes, 58 c'est précis puisqu'il y a eu le but de Mbappé à la 58e minute, les 58 premières minutes étaient très inquiétantes. Jusqu'où je vais. Alors moi j'ai senti quand même comme s'il y avait presque de la peur, comme s'ils étaient tétanisés par l'événement. Il y avait de ça et aussi on avait l'impression qu'ils jouaient, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, contre le FC Nantes. En fait, ils n'étaient pas en mode Ligue des Champions. Ils se faisaient complètement manger dans les duels, sur les seconds ballons. Je trouve que dans l'intensité aussi, ça n'allait pas du tout. L'équipe était complètement coupée en deux, avec les attaquants qui faisaient aucun effort. Et puis les milieux de terrain qui n'étaient pas non plus d'un niveau technique à la hauteur d'un match de Ligue des Champions. Et ce qui était désolant, parce que cette équipe de la Real Sociedad est juste, enfin faire un match où ils sont justes en fait techniquement, mais ils font pas un match extraordinaire, même la première mi-temps, c'est qu'on a vu un Paris Saint-Germain qui je trouve a coulé, et plus les minutes passaient dans cette première mi-temps, plus elle coulait
techniquement, dans l'intensité et tout ce qui est avec. Donc presque à la mi-temps, c'est une libération pour le Paris Saint-Germain de finir avec un score de 0-0. Surtout que tu termines la mi-temps avec la barre de Merino. Il y a aussi la tête qui passe juste à côté. Ouais, pour le coup, Paris peut s'estimer heureux d'être à 0-0 à la mi-temps. mi-temps. T'as aussi un sauvetage héroïque de Danilo Pereira sur un centre de Kubo qui fait la différence sur Beraldo. Moi, je trouve que ça, c'est une énorme occasion parce que si Danilo Pereira n'est pas là, il y a but derrière. Paradoxalement, le Real Sociedad n'a pas cadré un tir dans toute la rencontre, mais c'est vrai que tu peux être dangereux. Ça a été aussi une limite pour la Real Sociedad parce que, comme vient de le dire Jonathan, moi j'ai trouvé que la première mi-temps de la Real Sociedad était très très aboutie dans le jeu et dans le plan. Parce qu'il y a très très peu d'équipes. Bon, même si cette année le PSG a été en difficulté aussi à la maison, mais j'ai trouvé ça très très propre. Là, il y avait une vraie patte. Je trouve ça très très propre, même dans le pressing, le fait d'aller chercher Ruiz très très haut, d'annihiler la première relance avec Hakimi, avec Beraldo. Mais le gros problème de la Real Sociedad, c'est qu'en deuxième mi-temps, t'es plus dangereux, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a pas grand chose, et que je pense vraiment que le premier but leur a fait beaucoup de mal. Et puis toutes les sorties de balles aussi. Toutes les sorties de balles étaient hyper intéressantes, et quand tu comparais à celle du Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y avait vraiment un vrai monde d'écart entre les deux, et ça en devenait flippant de dire que t'es le Paris Saint-Germain, et pourtant, techniquement, tu te fais manger par le milieu de terrain et les sorties de balles de la Real Sociedad, quoi. Avant de parler des offensifs parisiens et du thème de la vidéo qui est Ousmane Dembélé, juste sur la deuxième mi-temps, il y a ce changement, cette adaptation avec Vitinha et Ruiz qui interfèrent en fait et qui s'échangent. Vitinha qui passe en numéro 6, Ruiz qui est un peu plus haut. Ça a été la bonne adaptation de Luis Enrique avec justement Vitinha qui a amené un peu plus de gage technique à ce poste-là sous pression par rapport à Fabien Ruiz qui semblait un petit peu plus tétanisé. Moi globalement je le préfère là. Il avait déjà été utilisé fin 2023 quand Ugarte pour Luis Enrique ne convenait plus sur les sorties de balles. Ça avait été plutôt intéressant, même si bon, il y a ce que tu gagnes et ce que tu perds, mais je trouve que dans ce que tu gagnes dans le football d'aujourd'hui, où tu dois ressortir le ballon proprement, surtout avec les deux centraux que tu as au Paris Saint-Germain, surtout sous Luis Enrique aussi. Voilà, surtout sous Luis Enrique, je trouve que c'est une bonne chose. Et Vitinha a été bien meilleur en deuxième mi-temps et a apporté cette vivacité et cette qualité technique pour trouver Fabien Ruiz, Zaïre Emery ou même Dembélé plus rapidement. Et ça a fait la différence. Maintenant, ça a fait la différence contre la Real Sociedad. On verra, parce que moi, l'exigence que j'ai avec le PSG, elle est un peu plus haute que la Real Sociedad. J'aimerais voir encore une fois. Il y a le temps. Oui, voilà, il y a le temps, mais c'est pour ça que c'est dur d'analyser ces matchs-là, parce qu'on dit oui, attention, il faut prendre match après match, etc. Mais même en Ligue 1, parfois, moi, je trouve que ce milieu de terrain, il est en difficulté. On peut même rajouter Warren Zaïre Emery, que j'ai pas trouvé fou ce soir. Alors, il va passer à travers les critiques parce que ça reste Zaïre Emery, que ça reste un jeune joueur, etc. Mais il fait partie aussi de ce milieu de terrain, et c'est un milieu de terrain qui a été en difficulté sur la première mi-temps. Et heureusement que Luis Enrique a plutôt bien réagi. Ruiz a été mieux, toute l'équipe a été mieux. Et ça a été un choix inspirant, même s'il y en a qui te diront même s'il y en a qui te diront qu'il aurait dû le faire en première mi-temps et qu'il rattrape un petit peu son erreur. Jonathan, Vitinha, c'est vrai que techniquement, même en première mi-temps, alors c'était pas extraordinaire, hein, mais on sentait qu'il avait toujours ce bagage technique pour au moins, et un tout petit peu d'intensité aussi pour aller récupérer quelques balles. Moi je l'ai très peu vu en première mi-temps. Il y en a beaucoup qui disent que c'était l'un des meilleurs. Moi je l'ai sincèrement. C'était peut-être le moins mauvais. Ouais, mais j'ai trouvé même que parfois il se cachait côté Barcola un petit peu. Il se cachait, et je trouvais que même parfois il lançait, comme souvent on peut le voir avec Vitinha, il va plutôt prioriser la passe en retrait plutôt qu'essayer de casser des lignes, et je trouve ça dommage. Et Vitinha, en fait, je peux à peu près comprendre pourquoi Luis Enrique a voulu mettre ce milieu de terrain là, puisque en fait Manuel Ugarte, on a vu quand il y a Kylian Mbappé et que l'équipe elle est moins dans ce bloc équipe, et Ugarte est complètement perdu. On l'avait vu à Newcastle, on l'avait vu à Milan, et donc c'est quand même, je trouve, un affront terrible de se dire que c'est ton milieu de terrain le plus cher de ton histoire, qui est Manuel Ugarte, qui a joué 0 minutes contre Dortmund et 0 minutes contre la Real Sociedad, les deux matchs les plus importants de ta saison pour le moment. Je trouve que c'est un affront qui est terrible, mais voilà, il est tout simplement pas, je pense, adapté aujourd'hui à l'équipe telle qu'elle est avec Kylian Mbappé et consorts. Mais sur la rencontre, tu as quand même 180 millions d'euros sur le banc, plus 60, quoi. C'est quand même les trois plus gros. 240. Les trois plus gros investissements de l'été sont pas sur le terrain, quoi. C'est assez incroyable. Après, c'est le directeur sportif. Il y a 50 de Dembélé et 50 de Barcola qui sont plutôt rentabilisés. Oui, d'accord. Après, quand tu as mis 400 millions d'euros, heureusement que tu as quand même 2-3 joueurs qui sont utilisés, qui sont bons. Et puis j'ai envie de te dire qu'avec ces 240 millions d'euros, tu aurais pu te chercher deux excellents milieux de terrain, et tu n'aurais peut-être pas ce débat-là. Mais tu peux rajouter Lucas Hernandez aussi qui a été qui était sur le banc. Mais qui a été acheté aussi 50 millions. Ouais, mais
Ça, c'est aussi un drôle de choix, mais pour le coup, en fait, j'avais l'impression vraiment pour Vitinha, c'est vrai je comprends encore une fois Fabien Ruiz. En fait, ça a entre guillemets un peu cette gage de qualité, puisqu'il a quand même une bonne qualité de passe. Après, physiquement, il a un peu pâti face à la Real Sociedad, mais il a quand même une bonne qualité de passe, donc je peux à peu près comprendre pourquoi il l'a titularisé, Luis Enrique. Pareil pour Vitinha, qui est très juste techniquement, même s'il prend pas beaucoup de risques, mais ballon au pied, il a une bonne conservation du ballon, il arrive toujours à faire de bonnes passes. Et après, Zaïre Emery, t'as un peu ce côté box-to-box, en fait. Donc, en fait, quand tu prends individuellement chaque joueur, il y a une forme de logique, mais tu vois bien que sur la première mi-temps, techniquement, et même dans le style de jeu que veut mettre en place Luis Enrique, force est de constater qu'il veut absolument avoir la possession de la balle. C'est très tu l'as pas, light, tu l'as pas, t'es en difficulté et puis t'as un gros problème de personnalité, quoi. C'est qu'il y a aucun mec qui est capable. Mi-temps de Fabien Ruiz, je sais pas s'il a fait une passe vers l'avant. Il y a aucun mec qui fait un contrôle orienté vers l'avant. Il y a aucun mec qui a cette conduite de balle qui peut perforer. Et on peut rajouter les centraux aussi. Hein. Même si Marquinhos a plutôt fait un bon match, mais globalement, dans ce que tu dois faire avec le ballon, la même chose. La sortie de balle travaillée d'habitude avec Hakimi Dembélé, elle a très peu été utilisée en première mi-temps. Barcola était inexistant en première mi-temps même. Beraldo, j'en parle pas parce que moi je comprends pas pourquoi un mec comme Mukiele ne démarre pas. Alors je veux bien que Mukiele il sorte énormément dans les nuits parisiennes, mais j'ai vu le match qu'il a fait contre Lille, il a été plutôt bon. Le match qu'il avait fait contre Montpellier face à Altamari, il est souvent bon. Si le mec il se met des mines mais qu'il est bon, il faut le faire. À un moment donné, moi je préfère ça, hein. Un mec de 20 ans qui jouait face à des mecs, face à des Felipe Melo 40 ans, etc. au Brésil, et qui se fait mélanger à chaque fois qu'il joue face à un vis-à-vis et qui a rien à faire. Qui est pas à son poste. Oui, qui a rien à faire là, mais il y a quelqu'un qui a quand même qui le met à ce poste-là. Alors juste, il y a plusieurs. On en saura plus. Vous en saurez peut-être plus quand la vidéo sortira. Mais ce qui se dit, c'est que Luis Enrique a dit que c'était un vrai choix, hein, que lui c'était un choix Beraldo, que c'était un choix tactique. Donc on va écouter Luis Enrique alors. Les échos qu'on a, c'est qu'il y a un virus qui a traîné au Paris Saint-Germain depuis la fin du week-end et que plusieurs joueurs ont été touchés. Likanguin était touché, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Asensio a été touché en fin de semaine dernière et Lucas Hernandez, ça serait ça et ça serait pour ça qu'il serait rentré sur les. Ah non, après sur Mukiele et Beraldo, il n'y a pas de. Mais sur le choix, parce que le choix Lucas ou Beraldo, il a dit non, Beraldo c'était un vrai choix. Et pourquoi Lucas rentre alors? Parce qu'il n'avait peut-être pas 90 minutes dans la jambe. Moi je mets Mukiele, moi. Oui, je préfère, sincèrement, je trouve solide. Il a pris du smecta aussi. Ça a dû lui faire du bien. Si on passe à la ligne offensive, on va parler d'Ousmane Dembélé et cette question de savoir si actuellement c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Alors, Ousmane Dembélé n'est pas dans la ligne de statistiques, dans les lignes statistiques de cette rencontre, puisqu'il n'est pas passeur décisif, il n'est pas buteur. Et pourtant, Jonathan, j'ai l'impression que c'est peut-être le joueur le plus essentiel du Paris Saint-Germain. Certes, il y a 20 ballons perdus aujourd'hui, mais il y a des dribbles constamment, il y a des avant-dernières passes, il y a une différence sur le but de Barcola. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est le joueur clé de cette équipe-là? Mais c'est le seul qui a un peu de magie en fait dans cette équipe. C'est le seul, je sais que je vais peut-être en froisser certains, mais c'est le seul un peu génie. Il y a évidemment le génie français en pointe, soi-disant, mais tu as Ousmane Dembélé, c'est le seul qui est créatif. C'est un joueur qui est capable de créer tout seul, de faire des différences par la passe, par le dribble, surtout par le dribble. Et parfois, il fait des différences qui sont extraordinaires. Alors, ce jeu-là, évidemment, t'apporte beaucoup aussi de déchets. On le voyait avec des joueurs comme Neymar aussi qui étaient capables, lui encore plus précis, mais on parle d'une autre catégorie, mais qui avait aussi beaucoup de déchets dans son jeu. Et c'est ça avec Ousmane Dembélé. Et le souci, c'est que en fait, t'en as pas beaucoup des mecs comme ça, des créatifs. T'as un peu Barcola, mais il est encore tendre, donc il marque un but super ce soir, mais il a été absent pendant un long moment dans ce match. Et Ousmane Dembélé, c'est le seul non seulement qui arrive à te créer ces différences par le dribble, par la passe, à te débloquer des situations, et il est partout. Et en fait, il est le meilleur joueur et il est complètement essentiel à cette équipe. Et si demain, pour un match aussi important, t'as pas Ousmane Dembélé, ton équipe, elle change énormément. Elle a pas du tout le même visage, quoi, parce que t'as plus ce côté créatif, en fait. C'est le joueur le plus essentiel du PSG? Ah oui, pour moi, je l'ai dit, c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est Kylian Mbappé. Le meilleur joueur, c'est Ousmane Dembélé. La nuance, elle est importante, c'est que, encore une fois, moi ce soir, il n'est pas sur la fiche de stats, mais c'est lui qui crée tout, c'est lui qui allume la lumière. C'est lui qui a les clés et la lumière du stade, quoi, à un moment donné. C'est que quand tu vois la première mi-temps, il y a un moment donné, il prend le ballon, il fait 40 mètres où il
où il accélère et il dribble 2-3 joueurs, il fait avancer le jeu, il fait avancer l'équipe, il a ce côté insouciant et personnalité. Quand on dit qu'il manque de l'insouciance et de la personnalité dans cette équipe-là, lui, il incarne tout ça. Dans un secteur stratégique, dans un secteur où c'est très très compliqué de créer, de faire de différence. Quand on dit 20 ballons perdus, mais c'est dans la zone des crocodiles. C'est dans la zone la plus compliquée du foot. Heureusement que tu perds des ballons. Par contre, qu'est-ce que tu crées sur le temps fort du début de deuxième mi-temps? C'est lui qui va créer premier coup franc, corner, il y a quoi derrière? But. C'est lui qui le tire. Hein. C'est lui qui tire le corner. Le deuxième but, on lui donne le ballon. Il est quoi? Il est à 60 mètres du but. C'est lui qui va sortir du pressing et qui va donner faux pied à Fabien Ruiz qui casse une ligne. Fabien Ruiz, il va trouver Barcola en 1 contre 1. Ça, c'est des choses que tu vas pas voir sur Flash Score, mais quand tu es au stade ou quand tu es devant ta télé, c'est des choses que tu vois, que tu perçois. Sans lui, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce soir, voilà, c'est assez flagrant. Et depuis le début de saison, il a connu un début de saison compliqué. On va pas réécrire l'histoire, qui était un peu plus compliqué, avec beaucoup plus de déchets. Mais la réalité, c'est qu'il fait le poste d'un numéro 10 et d'un ailier en même temps, depuis un bon nombre de mois au Paris Saint-Germain. On avait mis en lumière sa complémentarité avec Hakimi, où tous les ballons, toutes les grosses occasions, c'était le côté le plus dangereux. Toutes les grosses occasions passaient par lui, et c'était, voilà, on va chercher Dembélé, ligne médiane, et Hakimi allait faire cette course verticale pour que Dembélé lui donne avec sa petite patte. Là, ce soir, il n'a pas eu besoin d'Hakimi. Il le fait même parfois tout seul. Et puis c'est un joueur qui bosse pour l'équipe, c'est un joueur qui presse, c'est un joueur qui récupère des ballons, qui, je trouve, moi, une caisse physique. Il n'est pas cramé. Il n'est pas cramé à la 60e minute. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? Je répète, Mbappé est ton assurance vie en termes de finition, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas occulter ça. Il ne faut pas occulter ça. Dembélé n'a pas cette finition-là, n'a pas la finition chirurgicale d'un Mbappé. Il n'a qu'un but cette saison. Il a qu'un but cette saison. Il n'a qu'un but, je crois qu'il doit être à 9 passes décisives. Il est meilleur passeur de Ligue 1. Toute compétition confondue. Il est à 7 en Ligue 1, mais il doit être à 9 ou 10, toute compétition confondue. Mais la réalité, c'est que Mbappé, sans occasion créée, sans un travail préparatoire, que ne font très très peu les milieux de terrain, on en a parlé tout à l'heure, c'est grandiose. Et encore, moi j'irai plus loin. Il va falloir voir au très très haut niveau, parce que surresponsabiliser et voir qu'il n'y a que Dembélé qui est capable de faire ça dans cette équipe, moi je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je suis d'accord. Et ça, ce sera le prochain débat. S'il y a des socios qui sont fans de hockey sur glace, sachez que hockey sur glace, les avants d'Anarpa sont comptabilisés comme des assists. Et donc, au moins, Dembélé aurait de meilleures statistiques s'il faisait du hockey. Ce qui est intéressant aussi, Jonathan, c'est que, et Walid en a un peu parlé, c'est qu'on a l'impression que sa palette s'élargit de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que, bon, les dribbles, on connaissait, c'est clair, mais la qualité de passe, les récupérations, tout ça, c'est des choses nouvelles avec Ousmane Dembélé. Pas tant que ça. Moi, je retrouve le Ousmane Dembélé de Dortmund, en fait, moi. De plus en plus. Je trouve, à Dortmund, il était meilleur passeur de Bundesliga, il me semble. Il était extrêmement décisif sous Thomas Tuchel. Et je retrouve un peu sous Ousmane Dembélé, qui était inarrêtable, qui était aussi bon dans le jeu, qui était passeur décisif. Et en plus de ça, effectivement, je le trouve, par rapport à Dortmund, un peu plus mature dans son jeu. Ça, je pense que c'est pour le coup Xavi qui a beaucoup aidé la saison dernière. C'est pas étonnant qu'il voulait absolument le garder cette saison du côté du Barça. Et on voit le Barça aujourd'hui, Ousmane Dembélé, ça leur manque beaucoup. Donc voilà. Donc je suis pas. En fait, moi, j'étais extrêmement satisfait de l'arrivée d'Ousmane Dembélé, et beaucoup ne comprenaient pas ce choix. Moi, je dis, à partir du moment à 50 millions d'euros, un joueur comme Dembélé, en fait, il ne faut même pas réfléchir. Moi, pour être honnête, j'attendais de voir. Ah ouais, moi, j'attendais de voir sur la stabilité, notamment phisique. Mais dans le talent du joueur, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il a du talent. Mais on n'avait toujours pas vu. En fait, le truc, c'est qu'on nous disait, son entourage disait, il a changé, il a pris des nutritionnistes, il a capté que. Mais le problème, c'est que comme à chaque fois qu'il a eu son opération, il a eu une opération. À chaque fois, on disait qu'il avait changé, et donc et finalement, on voyait que non. Et là, on a l'impression que. Et surtout, moi, ce que j'avais peur, c'était le dilettantisme, le je m'en foutisme un peu, tu vois, le fait que, oui, bon. Je vais prendre des responsabilités, mais bon, si je rate mon match, c'est pas très très grave. Des choses que je percevais parfois au Barça. Être le joueur clé d'une équipe. Ou même parfois en équipe de France. Voilà, je suis titulaire, je suis pas titulaire, c'est pas grave. Pas très très grave. Moi, j'avais des doutes par rapport à ça. Et là, tu sens que il est heureux, il est épanoui. Parce que c'est un taulier de cette équipe. Au Barça, il était un peu plus caché. En équipe de France, il est caché. Et là, il est quand même un des tauliers. Au Barça, il commençait à avoir un rôle important avant qu'il se blesse. Mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai qu'en équipe de France, c'est pas son équipe. Tu vois, il y a des schémas préférentiels, Griezmann, Mbappé. Là, tu sens que le ballon,
il vient vers lui très très rapidement. Il les demande, tu sais, dans ce fameux interligne là. Il vient un peu plus bas la prendre pour derrière exploser, tu vois, gicler. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avec l'équipe de France, par exemple. Et c'est très positif, quoi. C'est très positif. Ousmane Dembélé qui est essentiel. Alors, c'est pas le seul offensif du Paris Saint-Germain qui était performant, puisqu'il y a aussi Barcola qui a été bon. Je sais pas si vous voulez faire. Barcola, pour moi, c'est pas son meilleur match. Maintenant, à l'image du PSG, il rajoute à son dossier une image impactante et importante sur la dernière. Son année 2024, en fait, parce que son année 2024, tu rajoutes très performant. Tu fais son premier classico, tu fais le match à Lens où c'est lui qui provoque l'expulsion de Gradit et qui marque le but très important. Son entrée à Lille, là. Son match à Brest où c'est lui qui fait avec Asensio le 2 partout la première mi-temps où c'est lui qui crée énormément. Ça commence à devenir assez sérieux, quoi. C'est ce que je disais dans une chronique sur France Bleu il y a 2-3 semaines. Va falloir le déloger, en fait. Le petit Barcola, en fait. Va falloir lui dire que le côté gauche, il lui appartient pas. Ah bah là, il est indiscutable. Il est indiscutable. Pour le coup, Bradley Barcola, moi j'adore ce joueur. Je le voyais déjà l'année dernière à Lyon et en plus on lui faisait pas trop confiance au début et je voyais le potentiel de ce garçon, il me plaisait et quand il y a eu les premières rumeurs justement du Paris Saint-Germain, je me suis dit mais vraiment faut foncer les yeux fermés sur lui et en plus ce qui est vrai c'est que j'étais assez frustré par le début de saison parce que je trouvais qu'à chaque fois qu'il rentrait, il arrivait toujours à créer des différences, était toujours extrêmement intéressant mais sur des bribes de 10, 15, 20 minutes. Et paradoxalement, ce match contre Newcastle, où son entrée en jeu a été extrêmement critiquée. Moi, je me souviens, j'étais là au où stade. il se fait les 4 occasions en une petite dizaine de minutes. Sauf que, force est de constater que le PSG était inoffensif avant son entrée. Avec l'entrée de Barcola, ils ont enchaîné les occasions et c'est grâce à ça qu'ils ont égalisé. Et Luis Enrique n'est pas aveugle, il s'en est rendu compte. Et depuis ce match-là, où justement il a été extrêmement critiqué, il a plus quitté sa place de titulaire. Et il mérite largement. Ouais. Mais Barcola, donc, qui a été encore buteur. Et puis il fallait but en Ligue des Champions. Il fallait aussi, parce qu'il y a beaucoup de débats, Mbappé 9. Ça va revenir sur le tapis. Et ce serait revenu sur le tapis ce soir s'il y avait eu une contre-performance. Le fait qu'il marque, c'est important. C'est important pour lui, c'est important aussi de valider la confiance de Luis Enrique parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas fans de Mbappé numéro 9 et qui aimeraient le voir à gauche. Et là aussi, c'est important. Et c'est important aussi pourquoi ? Pour la dernière partie de l'émission qui est l'instant au tableau par Winamax. Parce que, effectivement, on va terminer cette vidéo là-dessus, les socios. Effectivement, il y avait quelqu'un qui a été plutôt inspiré. C'est vrai que t'as été bon. Et qui a proposé le buteur de Barcola pour ce match-là. On a tous été bons. C'était bon, mon cher Walid, puisque Walid, Elton et moi, les trois, on a rentré notre cut qu'on avait fait. J'avais De Bruyne, moi. Toi, t'avais De Bruyne, Elton, il avait le Real Madrid et moi, j'avais Barcola. Je sais pas si on a le classement. On a le classement au tableau. Il l'a mis. Voilà, bah voilà. Je suis dans la nuque d'Abdel. Ah oui, t'es vraiment dans la nuque d'Abdel, effectivement. Je sais pas si vous vous rendez compte de mon score avec seulement 6 pronos. 6 pronos, 16 points. C'est pas mal. C'est incroyable, 6 pronos, 16 C'est pas points. mal. Bah moi, 16 pronos, 23 points, c'est à peu près la même chose, non ? Non. Hein ? Non, c'est pas la même chose, tu rigoles quoi. 6 et 16. J'ai quasiment 3 fois plus de points que de pronos. Et moi ? Toi, si tu avais 3 fois plus, t'aurais 48 points. Hein ? Ah ouais, 16 x 3, ça fait 48. Ah ouais, je suis pas bon en maths. Ah ouais. Classement toujours dominé par Abdel, devant Walid, Elton et moi. Voilà pour ces pronos-là. On en a 2 des pronos, on va les faire Walid et moi. On va pronostiquer quoi, la Ligue Europa ? Ouais, Ligue Europa. Commence par toi. Allez, moi j'ai mis Raphaël Leao à 3,15 contre Rennes. Ah oui. Je vois Rennes faire un truc, mais je vois quand même Leao poser des grosses difficultés, soit à Guéladoué, soit à Saïdou. Notamment, et je pense que je voulais mettre Giroud, mais je pense que Leao va avoir beaucoup plus de spots. Est-ce que Giroud va jouer ? Parce qu'il peut enchaîner tous les 3 jours, Giroud. Oui, il va falloir voir. Mais en tout cas, voilà, Leao, je pense qu'à 3,15 à la maison, à San Siro, ça peut être intéressant. Raphaël Leao à 3,15, ça peut être pas mal. J'ai une pour passer devant Abdel. Qui est encore meilleure, moi. J'ai une cote qui est encore meilleure, c'est la victoire de la Roma sur la pelouse de Feyenoord. La Roma
a changé depuis que Daniele De Rossi a remplacé José Mourinho. Ouais, Ça j'ai va vu, beaucoup mieux. ils en ont pris 4 contre Ils l'Inter. ont perdu 4-2 contre l'Inter, mais en ce moment, l'Inter, c'est quand même plutôt pas mal. Et juste avant, ils avaient gagné 4-0, je crois. Enfin bref, ils étaient en forme, la Roma, et je les vois bien confirmer. L'Europe, ça peut être le truc qui va stimuler un peu tout le monde. Beau début d'aventure pour Daniele De Rossi. 3,65 la Roma, c'est pas mal, hein. Il y a un schéma de jeu avec Dybala, Lukaku, tout ça, ça peut être cool. Donc 3,65 la Roma, je trouve la cote hyper intéressante. Voilà. Donc voilà. 3,65 pour moi, 3,15 pour toi, Raphaël Leao, Roma. On est plutôt dans le foot italien. Voilà pour l'instant au tableau. Et puis la prochaine fois qu'on fera une émission, on verra si c'est rentré ou pas. Merci Walid. Merci à toi. Merci pour cette émission. Merci Jonathan. Merci à vous, c'était un plaisir. Ouais, c'était court, intense, mais très sympa. Ouais. Mais très sympa. Merci à Farez qui est venu tard dans la nuit pour enregistrer cette émission. Merci à lui. On se donne rendez-vous sur la chaîne sur les prochains jours et les prochaines semaines parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il faut savoir que Walid nous envoie un screen par jour d'invités qui peuvent potentiellement être là. Donc c'est trop bien. On espère que ça va se concrétiser, mais si ça se concrétise, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être bien. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Les socios qui sont avec nous, ça nous aide énormément. Et puis on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Ciao.